Nous nous trouvons actuellement à Tiohtià:ke, territoire non cédé, Kanien'kehá:ka, aussi fréquenté historiquement par la nation Anishinaabe. Cependant, comme nos spectateurs et nos panélistes proviennent de plusieurs endroits de ce territoire, aujourd'hui appelé Québec, il est important de se souvenir que plusieurs nations autochtones ont sillonné ce large territoire pendant des milliers d'années, par les chemins qu'ils ont empruntés et réempruntés sur les territoires circonscrits. Ils ont développé un attachement propre à ces territoires, d'où ont émergé leur savoir-faire, leur savoir-être, leur vision du monde et leur culture. Nous vous invitons à partager dans le chat les peuples autochtones qui ont façonné le territoire sur lequel vous vous trouvez aujourd'hui. I'm going to pass this to Audrey, and before I do, I want to tell you the interpretation is a little circle at the bottom. Donc, il y a l'interprétation simultanée, c'est le cercle en bas. Je m'excuse parce que j'ai oublié de le dire au début. Merci beaucoup, Léla, pour nous avoir rappelé pour l'interprétation et pour cette belle introduction. Donc, oui, mon nom est Audrey et je suis l'assistante de recherche pour l'ERSA. On vous souhaite la bienvenue au 3e webinaire de la série Pratiques innovantes et prometteuses en matière de réconciliation, d'autochtonisation et de décolonisation des milieux postsecondaires, et donc qui favorise la réussite à la persévérance des étudiants autochtones. Le webinaire d'aujourd'hui porte sur les politiques d'admission, les places réservées et les programmes tremplins dédiés aux étudiants autochtones. Afin d'en augmenter le nombre inscrits dans les études postsecondaires, plusieurs établissements se sont dotés de politiques d'admission alternatives où on réservait des places réservées, dans le fond, dans leur programme professionnel. Pour les étudiants qui n'ont pas terminé leur secondaire, des programmes tremplins adaptés aux besoins et aux réalités des étudiants autochtones sont offerts dans certains collèges et certains cégeps. Ces mesures adaptées ont comme objectif de faciliter la transition des étudiants vers les établissements postsecondaires, d'augmenter la présence autochtone dans les programmes professionnels et donc leur présence sur le marché du travail, et de prendre en considération un plus grand éventail d'expériences et de réalités propres au premier peuple. Elle cherche aussi à mieux les soutenir et à les accompagner. Aujourd'hui, nous accueillons des personnes qui travaillent au sein de ces services ou qui ont mis en place certaines de ces mesures. Pour commencer, comme premier panéliste, nous accueillons de l'École de réadaptation de l'Université Laval, Andréane Blanchette, qui est accompagnée d'une étudiante au programme de physiothérapie, Mila Bacon-Moreau. On aimerait souligner que l'Université Laval a des places réservées aux étudiants autochtones dans 20 de leurs programmes. Donc, Andréane. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous donner quelques informations, en fait, sur les places réservées dans les programmes, là, spécifiquement pour les programmes de la réadaptation. Alors, je vais tout de suite commencer par partager mon écran, si vous me le permettez, et de mettre ça en mode présentation. Alors, est-ce que vous voyez bien le partage? Oui. Et est-ce que c'est en mode avec les notes de côté ou vous voyez vraiment toute la diapo? On voit les notes. Vous voyez les notes, ça ne me surprend pas du tout. Est-ce que ça serait possible que vous le partagiez vous-même? Oui. Merci beaucoup. Donc, je débuterai peut-être en vous parlant, en fait, en me présentant. Alors, de mon côté, je suis professeure et directrice des programmes de physiothérapie de l'Université Laval et j'ai sous ma responsabilité, là, avec un collègue, tout ce qui est processus d'admission au sein des programmes de physiothérapie. Tout de suite, j'aimerais vous dire qu'un petit peu plus tard, là, dans quelques minutes, on aura la chance d'entendre Mila Bacon-Moreau qui va vous parler en fait de son expérience là, comme personne qui a bénéficié d'une place réservée au sein du programme de physiothérapie. Alors, simplement pour débuter, je voulais vous donner quelques informations peut-être sur les professions de la réadaptation, en fait, les programmes que l'on offre ici à l'Université Laval. Alors, on parle du programme d'audiologie. Il y a également le programme d'ergothérapie.
Ensuite de ça, il y a le programme de physiothérapie et finalement le programme d'orthophonie. Et là, vous comprenez que ce sont des professionnels de la santé qui œuvrent dans différents domaines, mais bien entendu qu'il y a des éléments communs à ces différents programmes-là. Et les différentes professions se caractérisent par le dépistage, l'évaluation et le traitement de différents problèmes de santé. Alors, au niveau de l'audiologie, on parle davantage de problèmes au niveau de l'audition, alors que ce soit la surdité, des troubles de l'acoustie, en tout cas, toutes sortes de problèmes en lien avec l'audition. Au niveau du programme d'orthophonie, c'est davantage au niveau des troubles du langage, des troubles de la communication. Ensuite de ça, les ergothérapeutes, de leur côté, vont se consacrer davantage à l'étude des activités de la vie quotidienne réalisées par les individus. Alors, comment s'assurer que chaque individu est en mesure de réaliser les activités importantes pour chacun et chacune d'entre elles. Puis, au niveau de la physiothérapie, on œuvre davantage auprès des gens qui ont des déficiences physiques, que ce soit secondaire à une maladie, un accident dû au vieillissement, etc. Et ce, chez tout groupe d'âge. Alors là, moi, je ne vois pas le partage d'écran. Est-ce que, Audrey, est-ce que ça fonctionne? Moi, je vois le partage d'écran, ça fonctionne. Ça vient d'apparaître. Merci beaucoup. D'emblée, ce que je voulais faire, c'est peut-être vous parler de certains éléments du contexte, qu'est-ce qui a mené en fait à cette création de places réservées pour les personnes des Premières Nations inuits du Québec. En fait, la Faculté de médecine de l'Université Laval, dans les dernières années, a mobilisé beaucoup ses ressources là, pour favoriser un impact qui est socialement responsable. Et les membres de la faculté là, ont été invités à se préoccuper vraiment de bien desservir la population dans toute sa diversité, incluant les Premières Nations et les Inuits. Et ce qui a été constaté, c'est qu'en fait, il y avait une certaine pénurie des professionnels de la santé intervenant directement dans ces communautés. Et on va changer de diapo, s'il vous plaît. Puis, ce qui a été également constaté, c'est qu'au sein des programmes de réadaptation, il y avait une certaine sous-représentation des étudiants et étudiantes des Premières Nations et Inuits du Québec. Alors, c'est un peu sur cette base-là, dans ce contexte-là, que les programmes de réadaptation ont souhaité créer une nouvelle catégorie d'admission qui est vraiment réservée aux candidats et aux candidates qui proviennent des Premières Nations ou Inuits. Et cette catégorie-là d'admission, en fait, répond à un processus et à des critères d'admission qui sont bien spécifiques. Alors ici, je vous ai mis une petite liste là, dans le tableau des différents programmes qui sont offerts, ainsi que l'année de création de ce contingent-là qui est adressé aux Premières Nations Inuits du Québec, ainsi que le nombre de places par année qui est réservé dans chacun des programmes. Alors, on parle de 2 places en ergothérapie, 2 places en physiothérapie et 2 places en orthophonie. Et l'audiologie, annuellement, là, a 1 place réservée pour les candidats et candidates des Premières Nations Inuits du Québec. Si on passe à la diapo suivante, simplement pour vous donner là, un petit peu plus de détails quant au processus. Alors, sachez que pour être candidat dans cette catégorie-là spécifique, il y a quelques exigences. Alors, c'est-à-dire être membre des Premières Nations et des Inuits au sens de la loi sur les Indiens ou apparaître au registre des bénéficiaires Inuits. Il faut être résident ou résidente du Québec. Et il faut que la validité du statut des membres des Premières Nations Inuits du Québec ait été confirmée, en fait. Et la façon qu'on procède pour confirmer la validité du statut, c'est simplement de communiquer là, avec la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador. En particulier, là, actuellement, c'est M. Sioui qui est en charge de ces étapes-là. Et la validation va être effectuée auprès de la Commission là, pour confirmer l'admissibilité. Par ailleurs, tout à l'heure, je vous disais qu'il y a des critères, des processus, des modalités d'admission qui sont un petit peu différentes. On peut passer à la diapo suivante, qui sont un petit peu différentes pour le contingent des personnes des Premières Nations Inuits du Québec. Alors ici, je vous ai résumé un peu les processus et les modalités d'admission. Alors, simplement pour dire que le processus d'admission est basé, en fait, il y a 2 modalités qui permettent d'être évalués et d'être admis dans nos programmes, c'est-à-dire le rendement académique, le dossier scolaire, et une entrevue individuelle également qui est effectuée dans les 4 programmes de réadaptation de l'Université Laval. En ce qui concerne le dossier scolaire, pour les programmes de physiothérapie et d'ergothérapie, les candidats doivent avoir une cote minimale de 27.
Et vous voyez que ces deux modalités d'admission-là, le dossier scolaire et l'entrevue, il y a différentes pondérations qui est accordée à ces deux modalités-là, ce qui fait qu'au final, ça nous permet de calculer une espèce de code global et de classer les candidats en ordre en fonction de cette code globale-là et par la suite de faire nos offres d'admission en fonction de la liste qui a été créée. Dans tous les programmes de réadaptation, le contingent est vraiment un contingent distinct des contingents réguliers. Alors, c'est-à-dire que la liste, elle est vraiment créée au sein des personnes des Premières Nations et Inuits du Québec. Je vous ai ici mentionné une petite information supplémentaire parce qu'on a quand même souvent la question à savoir est-ce que le test de jugement situationnel Casper, qui est un outil en ligne qui est utilisé là, assez régulièrement dans les processus d'admission dans différents programmes. Alors, pour les programmes de réadaptation, pour ce contingent-là en particulier, le Casper n'est pas obligatoire. Je ne vous cache pas, par contre, qu'il est régulier, qu'il soit recommandé tout de même pour les candidats des Premières Nations et Inuits du Québec de le compléter, puisque ça permet à ces candidats-là de se réinsérer dans les contingents réguliers s'ils sont admissibles, et ainsi, ça libère, si on veut, les places qui sont réservées aux Premières Nations et Inuits du Québec dans le contingent spécifique. Alors ça, c'était un peu les informations que je voulais vous partager très brièvement, je vous dirais. Maintenant, j'aimerais ça vous présenter Mila Bacon-Moreau, en fait, qui aura peut-être quelques mots à vous partager concernant son expérience là, au sein de nos programmes. Merci, Andréane. Je me présente, je m'appelle Mila Bacon-Moreau et je suis étudiante en deuxième année là, à l'Université Laval en physiothérapie. Et moi, je suis Innu de la communauté de Pessamit. Et juste pour faire une petite histoire de mon parcours, là, moi, j'ai déménagé de la communauté à 12 ans à Chicoutimi pour commencer mon secondaire et ma mère faisait un retour aux études. Et moi, je me souviens que quand j'étais au secondaire, là, j'avais connaissance là, des places réservées pour les membres des Premières Nations. Et je me souviens que je n'étais pas très en accord avec ça parce que je trouvais ça, comment je dirais ça, discriminant. Parce que, tu sais, à cet âge-là, moi, je voulais me fondre dans la masse. Mais en arrivant au cégep, je me suis rendu compte que j'avais rencontré quelques difficultés avec le français. Et quand tu as une mauvaise note, c'est bien étampé là, sur la cotère. Et je me souviens aussi que ma mère m'avait conseillé là, d'accepter les mesures là, supplémentaires pour, je veux dire, le temps supplémentaire qu'on pouvait avoir dans nos dissertations. Et moi, je disais tout le temps, non, moi, c'est correct, j'en ai pas besoin. Elle m'avait dit, ça va te rentrer dedans un bon matin, tu ne seras pas en mode français. Puis évidemment, ça m'est arrivé, je n'étais pas en mode français parce que moi, ma première langue, c'est l'Innu, donc des fois, j'avais des petites difficultés à communiquer en français au début, là, au secondaire. Et je me souviens aussi, en discutant avec mes amis, qu'eux n'avaient pas déménagé de la communauté, donc sont partis au cégep pour poursuivre leurs études. Et c'était assez difficile à faire une adaptation de la vie urbaine et aussi à communiquer justement en français. Bref, tout ça pour dire que le fait d'avoir des places réservées dans les programmes contingentés, c'est comprendre que notre résilience et notre capacité à s'adapter à une nouvelle vie n'est pas toujours reflétée dans nos résultats. Donc ça, c'était ma petite parenthèse là, pour les places réservées. Pour ce qui est de mon intérêt pour la physiothérapie, moi, j'ai joué au volleyball tout mon secondaire. Donc, avec un bon volume d'entraînement, j'avais beaucoup de blessures, là, tout ce qui est cheville, genoux. Donc, mes coachs m'avaient conseillé là, de venir d'aller voir un physiothérapeute pour ça. Et c'est avec ces séances-là que j'ai eu un grand intérêt là, pour la physiothérapie, car en tant que patient, tu te sens comme autonome dans ta réadaptation. On te parle de quel est ton diagnostic, quelle est ta déficience et comment tu vas faire pour guérir de ça. Et il y a aussi l'aspect que la priorité là, du physiothérapeute, c'est vraiment les objectifs que tu as en tant que patient, qui était le retour au jeu là, pour moi. Et donc, je recommande vraiment les programmes de réadaptation là, parce qu'on met vraiment l'emphase sur l'autonomie du patient et l'aide immense là, qu'on peut apporter pour eux. Et pour ce qui est de ma vie universitaire, là, je
je me suis pas vraiment sentie différente dans le campus, mais j'ai surtout compris que j'avais beaucoup à en apprendre là, à mes collègues, tant sur mon histoire, ma culture, même ma langue. Là. J'apprends souvent des mots à mes amis, puis ils aiment vraiment ça. Et en tant que membre des Premières Nations, là, en tant qu'étudiante, ben, je trouve que c'est vraiment important là, d'en parler et que c'est par notre expérience là, et nos connaissances que notre cause d'autodétermination là, va avancer. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mila. Alors, vous comprendrez que Mila est une excellente représentante des communautés des Premières Nations inuites du Québec au sein du programme. J'ai l'impression que ça a vraiment un effet d'enrichissement au sein de nos programmes. Audrey, est-ce que tu pourrais peut-être partager la dernière diapo qu'on avait préparée? C'était simplement, en fait, pour faire un peu un bilan des fameuses places réservées au sein de nos programmes au cours des dernières années. Alors, vous allez constater qu'il y a effectivement, je pense que ces décisions-là ont eu un beau succès puisque, au final, il y a eu plusieurs inscrits au sein des 4 programmes de réadaptation au cours des dernières années. Alors, vous constatez ici, bon, on a environ là, une douzaine d'étudiants qui ont été inscrits au sein des places réservées dans les 4 programmes. J'aimerais ça également souligner le fait que, bon, il y a eu 12 inscrits. Vous constatez que nos places ne sont pas comblées à chaque année. Alors, on sait très bien qu'il ne suffit pas d'avoir des places réservées, mais il y a également un travail qui doit être fait au niveau de la promotion des professions de la réadaptation, mais également au niveau de la promotion là, de nos programmes et de ces places-là qui sont existantes. Et on s'encourage en voyant toutefois qu'on fait plusieurs offres aux candidats des Premières Nations et Inuits du Québec. De ce qu'on a compris, en fait, c'est que certains candidats reçoivent une offre de notre programme, mais parfois s'inscrivent dans un autre programme parce qu'il y a plusieurs demandes qui ont été faites. Alors, globalement, je pense que c'est un beau succès jusqu'à présent. Ça serait tout, puis on va être très heureuse d'accueillir vos questions là, au moment opportun. Audrey, je pense qu'on ne vous entend pas. Évidemment, vous ne m'entendez pas. Je voulais dire merci beaucoup, c'est ça, à Mila et Andréane pour ce partage. C'est le fun aussi de voir comment est-ce que vous avez mis la politique en place, le raisonnement, puis aussi, c'est le fun aussi de voir les chiffres, de voir que parce que ces places-là sont quand même présentes, il y a tout de même des personnes qui s'inscrivent, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, je pense que ça aussi, c'est bien que vous l'aviez souligné. Comme prochain invité, on reçoit Jean-Simon Paradis-Charlebois, qui est coordonnateur au recrutement et affaires autochtones à l'Université Sherbrooke, ainsi que Léla Paul, qui est une étudiante de 2e année au baccalauréat en droit. Nos 2 invités partageront avec vous la politique alternative d'admission en droit. Puis, mon collègue va mettre dans le chat pour les présentateurs précédents, donc Mila et Andréane, le lien de l'Université Laval sur les programmes les programmes qui ont des places réservées à l'Université Laval. Donc, je vais mettre tout de suite le spotlight sur toi, Jean-Simon. Super, je vais partager mon écran. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Oui. Oui. On voit l'écran, mais c'est pas en plein écran. OK. Si je mets ça comme ça. Ouais. Oui, parfait. Vous voyez mes notes ou vous ne les voyez pas? On les voit pas. Tes notes. Vous ne voyez pas mes notes. Parfait. Ben, bonjour, enchanté de participer aujourd'hui à cette présentation-là. Donc, elle m'a présenté brièvement. Là, je m'appelle Jean-Simon Charlebois. Je m'occupe à la Faculté de droit des initiatives autochtones, mais aussi au niveau institutionnel de l'université. Là, je contribue à la mise en œuvre du plan d'action pour parler avec les peuples autochtones. Donc, mon background, personnellement, là, je suis un étudiant, je suis une personne qui a étudié, c'est-à-dire au bac en droit. J'ai fait mon MBA aussi à l'Université de Sherbrooke. J'ai travaillé comme avocat un certain temps avec des communautés, des membres des Premières Nations et Inuits. Ensuite, j'ai travaillé pendant, je dirais, 8 ans là, aux affaires autochtones, en la gestion de plusieurs programmes. Puis là, ça fait 3 ans là, que je suis
à l'Université de Sherbrooke dans la gestion de notre politique d'admission. Donc, je vais pas m'étendre tant que ça sur les technicalités en lien avec la politique d'admission comme telle. Ça ressemble grandement là, à ce que vous venez d'entendre en lien par rapport à la validation là, du statut. Donc, ce que je vais vous présenter, là, c'est plus pourquoi on a adopté une politique comme ça, mais même là, je ne passerai pas énormément de temps là-dessus. Là. Je vais préférer qu'on entende là, Leïla partager sur son expérience jusqu'à maintenant. Je vais vous parler aussi des conditions de réussite des étudiants, puis je vais vous partager un des plus grands défis, là, à mon sens, par rapport à cette politique-là. Donc, on a une politique qui est depuis 2017, qui existe depuis 2017. Là, donc, on a eu nos premiers étudiants en 2018. Bon an, mal an, on a eu près d'une dizaine d'étudiants qui se sont joints au baccalauréat en droit. Normalement, ça prend une cote R minimale de 30 là, pour entrer en droit. C'est un programme donc, qui est contingenté. Les étudiants qu'on a acceptés jusqu'à présent avaient entre 21 et 29 de cote R, mais on se penche évidemment sur cet aspect-là, mais pas uniquement, là, vraiment pas uniquement là, sur la cote R. Là, ça nous renseigne d'une certaine façon, mais c'est vraiment l'entrevue puis la lettre de motivation là, qui va nous en dire davantage sur les possibilités de l'étudiant ou de l'étudiante de réussir au bac. Donc, pourquoi on a adopté une politique? Là, je ne ferai pas la genèse là, de l'histoire qui ferait qu'on adopterait une politique. Là, on est tous au courant là, des torts historiques là, qui ont été faits. Ce qu'on s'est rendu compte, à tout le moins, c'est qu'il y avait plusieurs parcours. Les parcours sont différents, puis ça affecte la cote R. On ne voit pas nos candidats et nos candidates autochtones comme étant dans un bloc monolithique non plus. Là. Il y en a qui ont grandi sur communauté, il y en a certains hors communauté. Ils ont tout un parcours différent, mais pour certains, là, les parcours ont fait en sorte là, que la cote R était peut-être plus affectée. Et donc, on ne voulait pas se pencher uniquement là-dessus. Et aussi, ben, les personnes autochtones sont grandement sous-représentées dans les carrières en droit. Là, on pourrait grandement bénéficier là, davantage de personnes autochtones là, pour représenter des Autochtones devant les tribunaux. Moi, j'ai fait ça là, à travers mon début de carrière. Là, puis c'est évident là, que le lien est plus long à tisser, la relation de confiance au niveau notamment culturel, mais aussi ça peut être de la langue. Donc, on croit là, que c'est qu'en donnant l'option, l'opportunité à des personnes de devenir avocats et avocates des personnes autochtones, là, ça va grandement contribuer à la société. Je dirais aussi là, que notre politique là, est en réponse, là, bien qu'elle soit arrivée avant le plan d'action, mais on a un plan d'action institutionnel, puis on a une mesure spécifique là, qui permet d'identifier les obstacles à l'admission puis de déployer des actions pour les contrer en vue de favoriser une plus grande représentation autochtone dans les programmes d'études. Donc, c'est une politique comme celle-là là, est clairement alignée là, sur cet objectif-là. Donc, cette politique-là existe en droit et maintenant, elle existe aussi en ergo et en physio là, dans les programmes de réadaptation. C'est nouveau là, il y aura un premier contingent à l'automne prochain, là, donc on est bien heureux de ça à l'université. Ensuite, bon, quelles sont les conditions de réussite? Là? Je pense que nos étudiants autochtones ne sont pas différents des autres. Parfois, oui, parce qu'ils peuvent avoir des enjeux comme étant étudiants, parents. Bon, il peut avoir, je dirais, là, des collègues il faut les sensibiliser, leur faire comprendre la réalité des communautés autochtones qui est différente. Mais je pourrais dire là, une fois qu'ils sont arrivés, là, c'est vraiment, là, ils s'intègrent bien et on va faire des choses qu'on peut faire pour tous les autres étudiants. Il y a peut-être un suivi là, plus
serré là, que je fais dès la première année. Là. On va faire une rencontre à chaque semaine là, pour s'assurer, bon, ben, comment ça se passe, c'est quoi les stratégies d'études, comment on aborde les intras, les finaux. Ça, c'est des rencontres que je fais avec eux en première année. Puis déjà à la deuxième année, puis à la troisième année, là, ça va déjà très bien. Là, on va aussi créer, par exemple, un espace là, près de mon bureau pour eux s'ils veulent étudier. On va faire aussi un jumelage là, entre un étudiant de deuxième et de première année là, d'emblée là, pour avoir qu'il y ait un point de repère là, puis une personne ressource. Là. On trouvait que c'était paternaliste au début un peu de faire ça d'emblée, mais finalement, ça s'est révélé. Là, les étudiants nous disaient que non, c'est bien, là, ça nous fait comme un point d'ancrage là, quand on arrive alors qu'on ne connaît pas grand-chose de la machine universitaire. Puis bah, aussi, je dirais qu'il y a peut-être une chose qu'il faut faire, qu'on porte plus attention, c'est quand on a un étudiant, des étudiants parents, là, on sait qu'il va y avoir des plus grands défis. Là, fait qu'on essaie soit de diminuer le nombre de cours par session, là, mais toujours au fil du temps, là, on va adapter tout ça en fonction des besoins des étudiants, là, parce que ce n'est pas toujours le cas non plus. Je dirais notre expérience terrain jusqu'à présent, là, c'est vrai que plus la cote R est forte, plus les chances de réussite sont élevées. Oh, je vois une petite faute, mais plus les chances sont élevées, mais ça a une limite. Là. Je dirais que, tu sais, un étudiant là, qui a 27 là, de code R, là, ou même moins, là, s'il y a des difficultés en cours de route, là, ça ne sera pas en raison du fait autochtone, là, ça va être plus des raisons familiales ou des raisons de santé ou autres. Là, nos étudiants autochtones sont très bons, performent très bien et réussissent là, très bien en général. Je dirais que notre plus grand défi, là, c'est de rejoindre les personnes candidates pour qui arrivent à appliquer dans les programmes, qui aient confiance ou même juste qui connaissent la politique comme telle. On n'a pas un bassin naturel à la faculté. Donc, on n'a pas un bassin naturel de candidats et candidates autochtones à la faculté, mais même à l'université. Fait que c'est un défi de les rejoindre et de leur dire, bon, ben, voici les beaux côtés de l'Université de Sherbrooke. On pense qu'on a un bon milieu pour vous, mais c'est d'aller les rejoindre le plus grand nombre. Souvent, moi, c'est des rencontres de one-on-one qui me permet là, de les amener à appliquer puis ensuite joindre l'université. C'est aussi un grand choix, une grande décision là, quand les personnes décident d'appliquer parce que c'est un programme que je dirais all-in. Là, oui, on va pouvoir peut-être mettre moins de cours en cours de route là, à un certain point, là, mais tu sais, tu t'investis pas à temps partiel, là, c'est temps plein. Donc, je vous laisse mes coordonnées ici. Si jamais vous voulez en savoir plus sur nos initiatives autochtones à l'université, il y a une adresse, l'adresse courriel qui est là. Il y a l'adresse de l'université. C'est la façon de me rejoindre, puis n'hésitez pas. Là. Je vous dirais aussi, notre prochaine étape sera probablement là, d'essayer de s'inspirer de ce que font les facultés de médecine là, avec un programme davantage centralisé. Là. Puis ça, ben, il y a de la concertation à faire entre les facultés de droit du Québec pour y arriver, là, mais probablement là, que c'est un enlignement qu'on a pour le futur. Donc, je vais fermer ça ici, puis je vais inviter Layla à répondre à quelques questions. Je fais ça comme ça. Là, pour enlever le partage, stop ici. Bon, voilà. Layla, tu es là? Oui. Oui, OK. Bon, donc, j'étais vraiment content d'avoir Layla aujourd'hui parce que son dernier examen final était pas plus tard que hier. Donc, je suis content qu'elle puisse être là. Il faut savoir que la fin de session, c'est un peu fou. Les étudiants sont en mode, là, sont très concentrés et aspirés par tout ça. Là. Je pense que tu pourrais en témoigner, là, Layla. J'aimerais ça que tu nous dises un petit peu comment tu as trouvé ton processus d'admission il y a maintenant, l'an passé, là, finalement. Là. Comment ça s'est passé pour toi?
Moi, pour ma part, ça s'est bien passé. En fait, je trouve que c'était quelque chose qui était essentiel pour les étudiants autochtones parce que, comme un peu Jean-Simon nous en a fait part, la cotère ne révèle pas le potentiel des étudiants. Donc, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant pour les étudiants autochtones, sachant qu'ils peuvent avoir des réalités qui diffèrent des étudiants allochtones. Fait que, pour ma part, la lettre de présentation, c'était quelque chose qui permet, selon moi, ça permet de voir un peu vraiment la motivation de l'étudiant parce que non seulement il faut de la motivation pour faire un baccalauréat en droit, fait que c'est mon mot que j'ai à dire pour les conditions d'admission. Okay. L'entrevue, on avait fait une entrevue aussi quand tu es arrivé. Sur l'entrevue, on a tout le temps une personne autochtone là, qui est là. Puis comment tu as trouvé ça, l'aspect de l'entrevue à ce moment-là? Je trouvais ça tout aussi intéressant parce que là, on constatait que, en fait, il faut aussi avoir du jugement un peu, être capable de donner ses opinions. Puis je pense que c'était vraiment ça, l'entrevue qu'on allait chercher chez les étudiants. Puis moi, j'ai vraiment trouvé ça intéressant de voir une avocate autochtone. C'était bien Maître Philippe, si je me souviens bien. C'était motivant de voir quelqu'un qui avait réussi là où tu veux réussir. Donc, moi, ça m'a comme donné un petit boost de motivation supplémentaire. OK, super. Puis, depuis que tu es là, à la faculté, ça fait 2 ans, là, comment tu qualifierais ton expérience? Puis, est-ce que tu vois le fait que tu sois autochtone, est-ce que ça change quelque chose? Puis, est-ce que tu as trouvé que tu avais une certaine étiquette là, pendant ton parcours? Ou... Non, vraiment pas. Être autochtone, c'est pas... je vais parler pour moi parce que c'est peut-être pas la réalité de tout le monde, mais pour ma part, être autochtone ne m'a pas donné une étiquette. Les défis sont les mêmes que pour les étudiants allochtones. Puis, je vais continuer à persister que je parle pour moi, mais pour ma part, je ne vois aucune différence entre un étudiant autochtone et un étudiant allochtone au baccalauréat. Est-ce que tu sens qu'il y a un besoin de sensibilisation, par contre, de tes collègues ou... Oui, possiblement que mes collègues ne sont peut-être pas au courant de toute la réalité des Autochtones. Toutefois, entre mon secondaire et mon université, j'ai vraiment pu voir que les personnes devenaient de plus en plus intéressées à la réalité des Autochtones. Je pense que c'est plus le fait que plus qu'on en parle, plus que les personnes, ça vient les chercher, les intéresser. OK, super. Puis, comment tu entrevois un peu, là, évidemment, là, tu ne sais pas où tu t'en vas nécessairement, mais tes perspectives de carrière ou peut-être tes expériences jusqu'à maintenant, je trouve intéressant là, ce que tu as fait jusqu'à maintenant là, dans ta job d'été notamment. Oui, j'ai eu la chance de travailler 2 temps pour Pequawagamin-Inuit-Sequoican, donc le conseil de bande de la communauté de Machéat, ma communauté. J'ai eu la chance de travailler avec l'avocat. C'était très enrichissant et ça m'a donné le goût de travailler plus tard aussi pour ma communauté. Super. Donc, ça ferait le tour pour nous. Là. Les questions seront bienvenues là, si vous en avez un petit peu plus tard. Merci énormément, Jean-Simon et Léla, pour ce partage. Puis je trouve ça le fun à quel point Jean-Simon t'a beaucoup montré les nuances, dans le fond, puis les préconceptions, puis aussi certains défis. Puis Léla, j'avais déjà pris connaissance de ton parcours, donc je trouve ça le fun aujourd'hui de te rencontrer, puis en prendre connaissance davantage. Donc, sans plus attendre, on va accueillir du programme de formation des médecins des Premières Nations et Inuits du Québec, le Dr Evans Villeneuve, responsable du programme à l'Université Laval, et Emmanuelle Obomsawin, qui est une ancienne étudiante du programme et aujourd'hui psychiatre au CIUS de la capitale nationale. Donc, je vous mets un petit tableau. Alors, merci Audrey. Alors, bonjour tout le monde. Donc, Evans Villeneuve, donc je suis psychiatre de profession, mais j'ai un poste au niveau universitaire. Donc,
pour lequel j'ai repris cette responsabilité-là au niveau qu'on avait le responsable provincial du programme de formation des Premières Nations inuites en médecine. Donc, effectivement, je pense que Jean-Simon l'a mentionné, nous, c'est un programme intégré au niveau provincial. La petite histoire de ce programme-là, c'est quand même, on est à notre 15e année. Donc, ça fait quand même un certain temps. L'idée, c'est l'Organisation mondiale de la santé avait émis des directives pour vraiment, pour que les facultés de médecine allument là, par rapport aux gens qui ont des besoins au niveau de la communauté qui étaient mal desservis, notamment les Premières Nations. Donc, il y a eu un rassemblement dans la Maison Longue. C'était un rituel, ça a été fascinant à l'époque. Donc, en 2008, où on s'est rendu là, j'étais avec, d'ailleurs, avec Stanley Volant, que vous connaissez bien. Alors, on a bien vu les pratiques qui commençaient à émerger au niveau de l'Ouest, et notamment de favoriser l'arrivée des étudiants autochtones en faculté de médecine. Donc, c'était une demande vraiment de cette association-là au niveau canadien. Ce qui nous a permis d'arriver un peu plus solide pour attaquer la fameuse cotère qu'il fallait faire baisser, qui était à 33,5, donc relativement difficile d'accès. Alors, ça a été, mais appuyé par tout ce qui se faisait dans l'Ouest. Alors, ça a été un combat qui a été relativement court et on a été bien appuyé par les instances du ministère et les Premières Nations. Les Premières Nations étaient enchantées de ça car il y avait à l'époque tout un plan pour peupler le monde professionnel québécois de professionnels de tout genre. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, on arrivait au tout début de cette aventure-là pour les Premières Nations. Donc, on a travaillé vraiment en proximité avec le Centre des services sociaux des Premières Nations du Québec-Labrador, donc à Wendake. Donc, ça a bien été. Donc, nos conditions, nous, c'était une cotère à 28. Il fallait aussi qu'il soit effectivement Première Nation vérifiée au niveau québécois. Je pense que c'est à peu près les mêmes critères pour tous. Et voilà, et aussi passer à travers le processus par lequel les étudiants en médecine passent, dont notamment, si vous le connaissez, c'est ce qu'on appelle le processus des mini-entrevues multiples. C'est entre 10 et 12, dépendant des années, 10 et 12 entrevues vraiment en ligne, en fil, qui vont mesurer toutes sortes de compétences évaluées par 10 et 12 évaluateurs, donc quand même assez costaud, mais qui donne quand même un bon aperçu. Il y avait la cotère également. Il y avait une entrevue individuelle aussi. On passe les gens en entrevue individuelle. Et au début, il y avait même, il fallait que les gens nous produisent un écrit sur leur biographie, mais leur attachement aussi aux Premières Nations. Donc, tout ça a quand même bien évolué avec le temps. Et depuis, mais cependant, les outils demeurent maintenant encore aujourd'hui. La cotère demeure l'entrevue individuelle qui est faite avec moi, je suis à cette entrevue-là, mais il y a des gens aussi des Premières Nations qui sont des évaluateurs de cette entrevue-là et on cote les gens. Et il y a les MEM, donc les mini-entrevues multiples que les gens doivent passer à McGill. Donc, c'est centralisé également. Et ça donne accès aussi, il y a des gens qui vont entrer dans le profil régulier. Audrey, je te demanderai le prochain tableau où on a les chiffres à l'appui. Au début, ce qu'on nous a autorisé, c'était un contingent particulier de 4 postes en dehors du contingent régulier. Donc, on nous accordait pour la grandeur du Québec 4 postes. Je vais ça, vous avez un peu l'évolution pendant ces 15 années. 2008, ça a été 4 postes autorisés. En 2018, on est monté à 6 postes autorisés pour le Québec. Et en 2022, on est monté à 8 postes autorisés pour le Québec. Ce qui est intéressant aussi, je ne sais pas si vous l'avez dans vos programmes, mais nous, c'est un poste non comblé, on a 3 ans pour le combler. Ce qui fait qu'il y a des années, si on regarde les années 2009, il y a eu une seule admission, ce qui nous donnait
ce qu'on pouvait mettre dans notre petite poche arrière, 3 admissions possibles plus les 4. Alors, ça, c'est intéressant parce qu'il y a des années où on a un peu plus de candidats, quelquefois un peu moins. Ce qui est intéressant à voir ici, on est parti il y avait très peu de médecins au Québec de nationalité autochtone, donc on est parti de très loin. Il y avait, je pense que les autres présentateurs avant moi ont bien décrit toutes les raisons, ont bien illustré toutes les raisons pour lesquelles il fallait vraiment mettre l'épaule à la roue pour réussir cette entreprise. Mais si on voit l'évolution, on est parti de 3 candidats la première année. On est rendu à 71 personnes qui ont été admises dans le programme depuis 15 ans. Et voyez-vous, on est en train de préparer le processus de 2023 et on a 11 places pour nos candidats des Premières Nations pour les 4 universités du Québec. Les 4 universités au Québec, 4 facultés de médecine. Ce qui est intéressant à voir aussi dans cette progression-là, c'est qu'il y a eu relativement très peu d'abandons et les abandons ne sont pas nécessairement en lien avec la formation, c'est pour décider d'autres orientations. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'était un des objectifs de ce programme-là, c'était d'avoir un modèle de rôle pour les jeunes, pour qu'ils demeurent à l'école, qu'ils soient intéressés par les études supérieures et qu'ils franchissent la barre des études collégiales. Et on le voit. On a vu la progression du nombre de candidats qui s'inscrivent à notre pour les facultés de médecine, pour le cours de médecine. Alors, voyez-vous, déjà, là, au mois de décembre, on a 16 candidats de prévus pour le processus de 2023 et on a jusqu'en mars pour faire le plein de candidats pour nos 11 postes. Donc, c'est intéressant. Donc, le modèle de rôle a bien fonctionné, associé à ça des mini-écoles pour les étudiants, des étudiants un peu plus jeunes ou des gens des différentes professions. Je crois que les autres disciplines de la santé le font également, donc accompagnent pour rencontrer ces jeunes-là. Bref, il y a toute cette dimension-là. Donc, aujourd'hui, on a près d'une trentaine de jeunes qui sont devenus des médecins, qui sont un peu partout sur le territoire, pas nécessairement dans les communautés, mais relativement préoccupés par les communautés. On a quelques personnes qui sont spécialistes, qui vont donner 1 semaine ou 2 ou 3 semaines selon leur spécialité par rapport à cela. Mais ce qui est intéressant, c'est de changer. Il y a toute la discrimination systémique là, qui était présente ou qui est présente aussi. C'est de voir un peu les médecins autochtones qui apparaissent un petit peu partout. Alors, on est très fiers de ce programme-là. Une chose aussi, il y a Kiuna, je ne sais pas si vous connaissez Kiuna, et c'est le cégep à Odanak. Donc, Kiuna qui est accompagné par d'autres cégeps, mais qui est devenu maintenant un établissement autonome. Donc, Kiuna, qui est un établissement dédié qui intègre la culture autochtone et la langue autochtone dans les disciplines pour graduer au cégep. Grande nouvelle, hier à l'Université Laval, il y a eu vraiment un moment très important. C'est la même dynamique qui a été mise en place pour le réseau universitaire. Alors, ce qui a été créé pour l'ensemble de toutes les disciplines à l'université, c'est ce qu'on appelle la maison des savoirs. Alors, c'est la même intégration des dimensions culturelles et des apprentissages et historiques des Premières Nations, mais dans les diverses disciplines. Donc, l'Université Laval a signé ce document-là avec les Premières Nations hier. Donc, c'est quand même un gros pas de franchi. Je termine là-dessus. Pour ceux qui veulent avoir de l'information, on a un site web. J'aurais dû vous le laisser, mais je ne l'ai pas marqué. jedeviensmédecin.com. Très intéressant, allez voir là. Ce qui est intéressant aussi, on va mettre l'emphase sur la présence de faire sa formation médicale à 9 endroits possibles, plutôt que uniquement à Laval ou uniquement à Montréal. Donc, on va utiliser les campus associés à ces facultés de médecine. Et je veux juste vous souligner la présence de Louise Tanguay qui va allumer sa vidéo. Louise Tanguay, c'est notre coordonnatrice pour l'ensemble des facultés de médecine, alors qui accompagne les jeunes là-dedans,
dès le début où ils commencent à avoir une idée de rentrer dans le programme, elle les accompagne tout le temps. Alors voilà, donc je suis ouvert à vos questions. Et là, je passe le flambeau à ma collègue, Emmanuel. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Evans. Donc, Kwai, Ndaleweze Emmanuel Obomsawin, Wabanakiak. Alors, mon nom est Emmanuel Obomsawin. Je suis d'ascendance Abénaki. Justement, on parlait de Kiwuna, donc je suis reliée à la communauté de Odanak, qui est tout près de Drummondville. Donc, comme on expliquait tout à l'heure, alors moi, je suis une graduée du programme du contingent des Premières Nations dans les facultés de médecine. Je suis de la QV 2012, donc j'ai gradué de mes études médicales en 2016 et j'ai poursuivi ma formation médicale spécialisée en psychiatrie à l'Université Laval que j'ai terminé maintenant. Je suis maintenant en pratique comme médecin psychiatre au CIUS de la capitale nationale. Donc, je viens nous raconter en 14 secondes les 10 dernières années de ma vie. Je suis en attente également. Je suis en attente là, parce que j'ai des choix stratégiques que j'ai faits. Je dédie ma formation complémentaire puisque une fois qu'on est médecin spécialiste, si on veut travailler en milieu universitaire, il faut aller chercher une formation complémentaire. Alors, je suis en préparation pour faire un certificat, en fait un diplôme d'études spécialisées supérieures avec l'École nationale d'administration publique en gestion en contexte autochtone. Donc, qui a été, ceci dit, très bien accueilli par mon organisation et qui m'ont franchement appuyé dans cette démarche de dire j'ai un intérêt particulier comme médecin pour qu'on réfléchisse, qu'on repense à comment est-ce qu'on dessert nos communautés, est-ce qu'il y a de l'innovation qu'on peut aller chercher à travers tout ça dans nos processus de gouvernance. Donc là, je vous parle du futur, mais on est un peu là pour parler du passé. Alors, en 2012, alors moi, c'est un retour aux études que j'ai fait. Je suis retournée à la faculté de médecine après avoir complété un baccalauréat et une maîtrise en sciences infirmières à l'Université de Montréal. Probablement pas l'étudiant type, mais étudiant type pour aller en médecine. Comme le reflétait Dr Villeneuve tout à l'heure, en médecine, on a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Alors, c'est des places extrêmement contingentées parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire des études médicales. C'est une profession absolument passionnante et pour plein d'autres raisons, des gens veulent aller vers des études médicales. Alors, ça fait en sorte que de faire une sélection de qui, à travers toutes ces belles têtes-là, peuvent rentrer dans ces programmes-là, dans les programmes contingentés. Je ne voudrais pas faire cet exercice-là de dire comment est-ce qu'on peut choisir qu'un ou l'autre ne le fait pas. Ce qu'on sait toutefois, c'est que les Autochtones, on était sous-représentés dans le programme si on le considère par rapport au reste de la population. Donc, un pourcentage de population pour toutes sortes de raisons qu'on a parlé. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu ce programme-là, ce contingent-là. En médecine, il y a des contingents pour les étudiants sur le marché du travail, les étudiants universitaires, les gens du domaine militaire. Donc, il y a plusieurs types de contingents. Moi, ça a été ma porte d'entrée, ça a été mon salut, puisque malheureusement, je n'étais seulement capable d'avoir une quotaire de 32. Ça paraît comme un peu absurde dans tout ça, de dire c'est quand même intéressant, mais je pense qu'avec même une quotaire de 27, une quotaire de 26, un étudiant peut très bien faire des études médicales. C'est vraiment juste un outil qu'on prend pour départager, pour faire une sélection, bien imparfait qu'il le soit. C'est ça avec quoi on doit travailler. Avant Louise Tanguay, on avait M. Yves Sioui qui était là. Ça a été en fait le facteur le plus favorisant à travers tout ça, c'est le côté humain autour du contingent. Oui, il y a tout le processus de sélection, mais on m'a accompagnée à travers ça, on a répondu à mes questions. J'ai fait les entrevues. Mon passage, ma porte d'entrée à la médecine a été positif, a été favorisé. J'ai été accueillie à l'Université Laval. En plus de ça, vraiment... dans une grande famille, de faire des études médicales, c'est aussi exigeant que faire un bac en droit, probablement. C'est probablement exigeant de faire de la pharmacie. On est accompagné, un paquet de véhicules, mais probablement ce qui a de particulier en médecine, c'est la compétition. Parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, une fois qu'on a un diplôme de médecine en poche, il faut aller chercher une formation médicale complémentaire.
une fois que j'ai 4 ans de médecine dans le corps, je ne suis pas prête à accoucher toute seule, puis je ne suis pas prête à faire des chirurgies. Il faut que j'aille chercher soit une formation pour devenir médecin de famille, une formation pour devenir psychiatre. Alors, il y a plusieurs choses à considérer là-dedans. Et ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a une compétition qui est forte, mais il y a des véhicules quand même à l'Université Laval, dans les différentes universités, pour accompagner les étudiants dans ce processus-là. Donc, je dirais que c'est probablement notre principal défi pour les études médicales. Maintenant, on sait, on l'a vu dans nos candidats, beaucoup ont terminé, beaucoup sont en pratique et c'est tous ces agents de changement-là qui ont à cœur la santé des Autochtones, je pense, qui, au-delà de donner des soins, vont faire du bien à l'ensemble de la grande communauté médicale. C'est ce que j'aurais envie de vous partager ce midi. J'ai vu ma petite horloge qui me dit tic-tac Emmanuel. Alors, je vous remercie. Je vous dis olé, olé. Merci pour votre écoute ce midi. Merci beaucoup, Evans et Emmanuel. Je pense que c'est le fun de voir à quel point le programme a évolué à travers le temps. Puis, Emmanuel, j'ai entendu beaucoup de toi, parler de toi, donc c'est vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Et comme dernière invitée, je vais inviter Marie-Ève Castonguay, qui est une aide pédagogique individuelle à la direction adjointe aux études, affaires étudiantes et cheminement scolaire du Cégep de Baie-Comeau. Elle a travaillé pendant 1 an à la mise en place du projet Tremplin DEC Première Nation, puis c'est de ça dont elle va nous parler aujourd'hui. Donc, Marie-Ève, la parole est à toi. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Je vois que je suis la seule qui provient d'un cégep. En fait, le Tremplin DEC, c'est un projet pilote qui s'échelonne sur 3 ans. On espère bien le garder après ça parce que, bon, si là, c'est parce qu'il y avait des besoins en ce sens-là. Donc, c'est un projet qui a été accepté au printemps 2021. Donc, moi, j'ai été embauchée à l'été 2021 pour travailler sur le développement du projet, en fait, à titre d'aide pédagogique, mais je dirais au départ, ça a été beaucoup un travail de faire les ponts avec la communauté. Notre partenaire principal, c'est le Centre régional d'éducation des adultes de Pessamit. Donc, parce que quand on a commencé à travailler par rapport sur le Tremplin DEC Première Nation, il n'y avait pas de grille de cours d'élaborer. C'est que nous, on nous avait fait part de différents besoins parce qu'on rencontre évidemment des étudiants de Pessamit puis d'autres communautés autochtones de la Côte-Nord. Mais on avait, donc on est parti de besoins qui nous ont été mentionnés par les intervenants, différents intervenants de la communauté, mais différents étudiants aussi. Donc, moi, j'ai travaillé à bâtir une grille de cours pour le cheminement Tremplin DEC avec la conseillère d'orientation qui est au Centre régional d'éducation des adultes de Pessamit. Donc, on veut bien faire, mais souvent, le danger, c'est de penser qu'on a la meilleure idée puis de ne pas consulter les gens avec qui on est partenaire dans les communautés. On veut faire des choses avec eux, pour eux. Donc, c'est essentiel qu'on puisse travailler de pair. Donc, je dirais au début, ça a été vraiment plus un travail de mettre sur pied une grille de cours, des cours qui allaient correspondre aux besoins des étudiants. Puis l'idée, c'est avec un tremplin DEC, c'est de mieux se préparer aux études collégiales. Donc, il y a quand même Kiona, puis il y a le Cégep de l'Abitibi qui offre des tremplins DEC pour les étudiants des Premières Nations. On est quand même les premiers, par contre, à avoir un DES-10, c'est-à-dire que les étudiants peuvent intégrer un tremplin DEC moyennant qu'il leur manque pas plus qu'un maximum de 10 unités du secondaire. Donc, je dirais que c'est une transition, c'est une passerelle entre les études secondaires puis les études collégiales. Donc, on essaie de faire ça sécurisant. Je dirais que aussi, ce qui fonctionne bien, c'est que j'ai travaillé à Baie-Comeau au Cégep pour accompagner nos premiers étudiants on a accueilli une première cohorte en janvier 2022. Donc, nos premiers étudiants, ça fait 1 an qu'ils sont là. Donc, oui, c'est ça, c'est un DES -10, donc moins 10 unités.
mais aussi sur 3 sessions. Ils ont 3 sessions pour compléter leurs études secondaires en intégrant les études collégiales. Donc, moi, j'ai travaillé une première année avec les étudiants. Donc, je les accompagnais dans la communauté 2 jours par semaine. Puis les 2 jours qui étaient au cégep, en cours au cégep, ben moi, j'étais aussi ici. Donc, c'est quelque chose, comment je dirais, c'est un projet qui se veut aussi à l'ère où on parle beaucoup de sécurisation culturelle, ben on est beaucoup là-dedans. Fait qu'on accompagne, c'est un accompagnement qui est individualisé. Donc, c'est ça. Je parle au passé parce que maintenant, je m'occupe plus des étudiants pour l'ensemble des programmes techniques. Puis j'ai une collègue qui a enseigné au tremplin DEC qui va prendre la relève pour continuer sur le projet pilote à accompagner les étudiants des Premières Nations. Mais je demeure avec une préoccupation pour cette clientèle-là parce que puisque je m'occupe aussi de coordonner le comité pour l'accueil et l'intégration de la clientèle autochtone au cégep. Donc, qui est un comité qui existe depuis déjà plusieurs années, où là, on pose des actions pour faire en sorte que nos étudiants se sentent chez eux quand ils viennent au cégep. Donc, si je continue je pourrais faire un partage d'écran et présenter en fait, le projet Tremplin DEC. C'est le PowerPoint que je présente aux étudiants quand je les rencontre en séance d'information parce qu'il faut faire du recrutement, hein, bien entendu. C'est un projet pilote qui n'est pas encore très connu de la part de nos étudiants. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Ça fonctionne, donc vous le voyez bien? Oui. OK, moi, je le vois sur ma deuxième écran, c'est pour ça. OK. Donc, les grandes lignes, une passerelle qui est sécurisante entre les études secondaires et études collégiales qui permet aux étudiants de terminer leurs unités qui leur manquent secondaires pour l'obtention de leur DEC tout en débutant leur formation collégiale. Donc, on travaille beaucoup, c'est ça, de par les intervenants du CREA, PESAMIT, puis avec moi ici au cégep là, pour l'encadrement de nos étudiants qui fréquentent les 2 établissements. Ce que moi je dis aux étudiants, c'est qu'est-ce qui fait la différence? Parce que vous savez, il y a des tremplins DEC réguliers dans chaque établissement collégial. Qu'est-ce qui fait qu'on va plus aller vers un tremplin DEC Premières Nations quand on est un étudiant des Premières Nations? Ce qui n'est pas une obligation, mais je veux dire, qu'est-ce qui peut être bien pour nos étudiants? C'est d'être mieux préparés pour les études collégiales. Il y a une étudiante qui en parlait tantôt, c'est la première étudiante, je pense, qui étudiait en physiothérapie. Elle disait, j'ai eu beau, je ne comprenais pas au départ pourquoi il y avait des places réservées. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, oui, nécessairement, des fois, quand on provenait d'une communauté, on n'arrivait pas nécessairement avec la même préparation quand on rentrait au collégial. Donc, l'idée du tremplin DEC, c'est de mieux préparer nos étudiants à faire face à leur rôle d'étudiant qui intègrent les études collégiales. Ça s'adresse à des étudiants qui sont inquiets par rapport à leur réussite scolaire. Ça s'adresse à des étudiants qui ont besoin de faire un bout par rapport à leur orientation. Ça, c'est un des besoins qui nous avait été mentionné de la part des intervenants de la communauté, c'est qu'au niveau de l'orientation, souvent, les étudiants autochtones avaient tendance à aller vers des domaines d'études qui avaient été investigués déjà par des gens de leur communauté, mais sans nécessairement se soucier de toute la partie connaissance de soi. Donc, on travaille beaucoup l'orientation à l'intérieur du tremplin DEC. En fait, comme on disait tantôt, c'est sûr que ça permet de finaliser des unités du secondaire qui manquent aux étudiants, malgré que les étudiants peuvent quand même intégrer le tremplin DEC s'ils ont leur diplôme d'études secondaires. Ils ont la possibilité de rentrer en tremplin si, par exemple, ils ont besoin de travailler sur la partie qui est plus choix vocationnel.
Les avantages, ce qui est intéressant du tremplin DEC pour les étudiants, c'est que c'est un parcours qui est construit sur mesure, qui tient compte des besoins puis des enjeux que vivent les étudiants qui proviennent de communautés autochtones. Par exemple, on a un cours stratégie de lecture et d'écriture pour travailler sur la compréhension de texte. Souvent, ce qu'on se fait dire, c'est que nos étudiants, quand ils proviennent de la communauté, puis c'est leur langue première, l'Innu. Je vais parler pour chez nous, à Bécomo. Donc, ils sont beaucoup dans décoder ce qui se dit à l'intérieur des cours, mais pas tant dans la compréhension. Donc, sinon, on a aussi un cours pour développer des compétences numériques qui vont faire en sorte que ça va être plus facile pour les étudiants par la suite quand ils vont intégrer un programme d'études, d'avoir à travailler avec les différentes plateformes, puis de faire de la recherche aussi. Des activités qui permettent de mieux se connaître. On a parlé de l'orientation, participer à des ateliers qui préparent aux études collégiales. Donc, on va parler beaucoup de stratégies pour réussir, des stratégies d'études, mais par rapport au rôle puis au métier d'étudiant. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est des petits groupes fermés aux étudiants des Premières Nations, ben, on a l'occasion de prendre le pouls chez des étudiants puis de savoir qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, qu'est-ce qui ferait que ça serait encore plus trippant d'étudier au tremplin DEC. Ben, c'est qu'on organise on a la possibilité d'organiser différentes activités, des ateliers, par exemple, par rapport aux arts. On organise aussi des sorties en territoire. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a formé aussi un comité avec les enseignants qui enseignent au tremplin DEC. Puis, il y a de l'adaptation de contenu qui se fait aussi beaucoup. Je pense aux cours de philosophie, mais je pense aux cours de littérature avec de la littérature autochtone. Je pense aux cours d'éducation physique où le prof va vraiment tenir compte aussi de ce que les étudiants ont envie de faire dans leurs cours. Donc, nos étudiants, ils sont beaucoup consultés, puis on a des profs qui sont ouverts et qui ont le goût de travailler avec cette clientèle-là, puis de faire en sorte qu'ils se sentent interpellés ici au Cégep. Donc, je l'ai dit tantôt, information utile, cheminement prévu sur 3 sessions. En fait, les étudiants, s'ils ont besoin de faire une session pour finaliser leurs unités du secondaire puis qu'ils se sentent prêts à intégrer un programme d'études, ben, ils peuvent le faire. Ils ne sont pas obligés de faire un cheminement tremplin DEC Première Nation sur 3 sessions. À la première session aussi, comme je dirais, la première session, on essaie qu'il n'y ait pas plus que 2 cours, 3 cours par. C'est pas ça que je veux dire. Il n'y ait pas plus que 2 jours prévus au Cégep par semaine, comme ils sont beaucoup à finaliser leurs unités du secondaire. Puis c'est la priorité aussi parce que, logiquement, si tu ne diplômes pas du secondaire, tu ne tentes pas non plus dans un programme d'études au Cégep. Donc, on essaie d'y aller progressivement, graduellement. Ça, c'est plus les études par rapport à l'inscription, mais je vous passe ces détails-là. C'est moins pertinent, ça s'adresse vraiment plus aux étudiants. Une chose qui m'a vraiment impressionnée et que je trouve intéressant par rapport au parcours de nos étudiants qui intègrent depuis 1 an le tremplin DEC, c'est que moi, comme aide pédagogique, je vois des DES-6, c'est-à-dire des étudiants du secondaire qui intègrent les études collégiales moyennant qu'il ne leur manque pas plus que 6 unités. Puis, je dirais que la plupart du temps, je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais les étudiants, au bout d'une session, se rendent compte que c'est difficile de combiner études secondaires et études collégiales en même temps, puis décident d'aller finaliser leurs unités du secondaire avant d'intégrer le Cégep. Contrairement à ce qu'on voit habituellement, nos étudiants des Premières Nations qui sont au Cégep, puis là, on en a 2 cohortes présentement, sont très persévérants, même si il leur manque parfois presque à 10 unités du secondaire.
j'ai l'impression que c'est beaucoup en lien avec le soutien qu'on peut leur donner de part et d'autre, puis du travail de collaboration qui se fait entre la communauté de Pessamit puis le cégep là, pour soutenir nos étudiants dans leurs études. Donc, c'est ça. Je pense que je fais pas mal le tour de ce que je pouvais vous dire à ce sujet-là. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de les entendre. Merci beaucoup, Marie-Ève. Oui, comme tu dis, tu es la seule représentante d'un cégep, mais on trouvait ça important aussi de montrer qu'est-ce qui se fait dans les cégeps. Donc, pour nous, c'est vraiment un honneur que tu sois avec nous aujourd'hui, justement parce qu'on n'inclut pas toujours les cégeps dans cette discussion, puis pourtant, il y a des choses, le fun qui sont, puis c'est important d'en entendre parler. Donc, on a une première question. Jean-Simon a déjà répondu à la question de Audrey, avant de passer à la question, je vais juste faire un petit rappel. J'avais mis dans le chat et je vais le remettre un lien vers un formulaire pour nous donner des commentaires. Et on voulait vous remercier d'avance. Ça prend quelques minutes pour le faire parce que le retour, le feedback de votre part nous est très précieux et nous aide dans l'organisation et le planning des webinaires et des autres activités de notre organisation. Donc voilà, au cas où il y en a qui doivent partir avant la fin. Voilà, merci. Merci beaucoup de ce gentil rappel, Léla. Et je pense que c'est ça, Jeannette, elle a posé une question, si tu permets que je te cite. Donc, étant donné que les places sont réservées aux membres des Premières Nations et Inuits, que faites-vous si vous avez un doute sur les origines d'une personne? Comme vous le savez, il y a eu des cas d'usurpation d'identité autochtone dans les universités au Canada. Vas-y, Evans, je te laisse prendre la parole. Ben, je passerai la rondelle à ma coordonnatrice qui fait ça tout le temps, vérifie. Alors, je demanderais à peut-être Louise Tanguay, peux-tu répondre à ça? Oui, tout à fait. Nous, on a un processus pour identifier les Premières Nations, authentifier l'identification des Premières Nations. En fait, il faut qu'ils présentent une carte de statut valide. Donc, on a il y a plusieurs modèles de cartes de statut là, au travers des années. Ils en ont fait plusieurs modèles, mais on les connaît bien. Et puis, on va avec nos critères à nous là, pour le programme de faculté de médecine. C'est assez facile d'identifier avec une carte de statut les Premières Nations qui ont vraiment le statut selon la loi là, au fédéral. Donc, ça se fait assez facilement. Merci, Louise. Est-ce que je comprends que parce qu'il y a la catégorie statut puis la catégorie non-statut, est-ce que les personnes qui sont non-statut sont exclues du processus? Dans le nôtre, oui. Il faut vraiment avoir un statut avec la carte du gouvernement fédéral, là, reconnu au gouvernement fédéral. Donc, ça prend le statut autochtone indien avec la carte qui va avec là, et le numéro. Donc, pour notre programme à nous, je ne voudrais pas me dire pour les autres programmes. Je pense que chaque programme a ses critères particuliers, par exemple, pour accepter des Premières Nations qui ne seraient pas du Québec, qui viendraient d'une une autre province, mais qui vivraient au Québec. Je crois que ça peut être fait dans d'autres programmes, mais pour le programme de faculté de médecine, c'est nos règlements. Merci. Je me posais la question, est-ce qu'au niveau légalement, est-ce que on a le droit de faire ça? On a le droit de faire, d'authentifier les statuts des Premières Nations et de refuser ceux qui ne sont pas statués, c'est ça? Ben oui, ça a été entériné, puis ça a été les règles pour accéder au programme de faculté de médecine qui ont été décidées par l'APNQL au tout début du programme. Et il faut se mettre des règles pour savoir qui peut et qui ne peut pas accéder à ce programme-là. C'est les règles qui ont été établies. Puis oui, je pense que ça a été ça a passé par des avocats, ça a été vérifié, tout ça. Là. Puis oui, on peut refuser une personne qui s'autodéclare comme Première Nation, mais qui n'a aucune preuve de statut du gouvernement. Si je peux ajouter,
Vas-y, Jean-Simon. Oui, sans vouloir lancer un débat là, par rapport à ça, là, il y a, on a un professeur Maxime Saint-Hilaire qui s'est penché, qui est spécialisé en droit constitutionnel et en droit autochtone, là, qui s'est penché sur cette question-là quand il est venu le temps de faire notre politique, parce qu'en effet, on reçoit des demandes assez récurrentes là, de personnes qui ne sont pas nécessairement autochtones, mais qui se prétendent, et on a en équité procédurale là, toute une façon là, de procéder pour pas uniquement se baser. Évidemment, la carte de statut simplifie grandement là, le travail, mais ce n'est pas la seule et unique façon là, qu'une personne pourrait vouloir s'identifier là, comme étant une personne autochtone. Donc, à ce moment-là, il y a une vérification, une personne qui n'aurait pas de statut, là, il y aurait une vérification autre là, auprès de la communauté auquel la personne dit appartenir là, pour s'assurer qu'elle est bel et bien membre d'une communauté historiquement reconnue. Dans les faits, ce qui se passe souvent là, chez nous, c'est qu'on va avoir des personnes de l'Alliance autochtone là, qui vont nous écrire en nous envoyant savoir est-ce qu'ils ont accès au programme. Ils vont nous envoyer une carte. La communauté n'est pas une communauté historiquement reconnue. Là. On les connaît, là, les communautés au Québec, donc c'est assez facile là, à ce moment-là là, de mentionner puis de rejeter le fait que la personne ne fait pas partie d'une communauté historique. Mais on n'a jamais eu, nous, personnellement, la situation d'une personne qui n'avait pas sa carte de statut, là, parce qu'évidemment, avec la carte aussi vient le remboursement des frais de scolarité, notamment. Là. Donc, c'est évidemment, il y a personne tout avantage à aller chercher sa carte, là, puis d'avoir un lien avec sa communauté. Je vais laisser Martine poser sa question ou son commentaire. Martine Lévesque. Merci Audrey. Martine Lévesque, professeure adjointe en ergothérapie, Université de Montréal, puis impliquée dans des questions de santé autochtone. Puis dans le contexte où on assiste là, à des grands mouvements de décolonisation, autochtonisation, réconciliation dans les universités, ma question s'adresse aux étudiantes, en passant à Mila, Léla puis Emmanuel. Mais on véhicule beaucoup l'idée qu'il faut vraiment essayer de renforcer des contenus pédagogiques, puis aussi les façons d'enseigner pour mieux refléter des visions ou des façons de faire plus autochtones, plus traditionnelles, qu'on pense par exemple en droit ou en santé, les concepts du bien-être, comment on voit ça, plus holistique, puis on fait des efforts en ce sens-là. Puis j'aurais aimé savoir, vous, les étudiantes, comment vous voyez cet aspect-là, ce besoin-là, si vous aviez senti que vous étiez bien, point de vue de votre identité, si vous vous sentiez reconnu ou que vous pouviez vous relier au contenu puis aux façons d'enseigner, ou si c'est quelque chose que vous trouvez important, qui devrait être renforcé ou pas. Bon. Je peux me prononcer en premier. Pour ma part, je trouverais que ça serait quelque chose qui pourrait être intéressant d'être amené dans les universités, de donner une façon d'enseigner plus autochtonalisée, si je peux bien reprendre ce terme-là. Par contre, j'ai conscience que ça serait quelque chose de quand même très gros à apporter, si on le fait dans tous les cours. Mais, par exemple, je sais qu'en droit, on a la chance d'avoir un cours de droit autochtone. Je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant. Mais je pense que, est-ce que je répondais bien à votre question? Oui, c'est ça. Parce que je pense que vous n'en aviez pas beaucoup parlé, mais au cégep, on voit le contraste où Madame Castonguay, je pense, parlait d'aller sur le territoire, de les contenus en littérature. Puis pour ça, je me demandais comment vous voyez ça. Mais merci. Je tiens à ajouter à votre question, en fait, Madame Lévesque, pour la question, c'est sûr que ce processus-là de décolonisation qu'on souhaite tous, qu'on revendique même, je pourrais parler pour les Autochtones, va se faire à multiniveau. Là. Fait que c'est sûr qu'il faut commencer à l'école primaire, il faut commencer dans les maisons, il faut le faire, il faut continuer à l'université. On a quand même
une double contrainte là-dedans, que les contenus universitaires, faut s'attarder à certains contenus universitaires qu'il faut corriger. En santé autochtone, il y a tout un mouvement qui a été amorcé à l'Université Laval où vraiment c'est intégré dans différents cours, de différentes façons. Il y a les mini-écoles de médecine, il y a des stages pour les gens qui sont intéressés, autant autochtones qu'allochtones, pour aller dans les communautés l'été, toujours selon l'intérêt de l'étudiant aussi. Mais j'ai envie de dire qu'il y a tout un effort, il y a toutes sortes de projets en ébullition présentement aussi pour atteindre aussi notre corps professoral, nos professionnels, que tout le monde soit là, qu'on participe à cette décolonisation-là, puis au bien implicite. Et nous, pour les Autochtones, à un moment donné, on va trouver cette place-là et on participe à ça. Notre seule présence fait qu'on participe à ça. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'organiser, de s'articuler dans les universités. Et il faut le faire. Le souci que j'ai, c'est qu'il ne faut pas le pousser de force non plus. Parce que là, depuis 2020, présentement, il y a tellement un essor autour de la santé des Premières Nations, de cette place-là, qu'il y a des gens qui me disent « j'en peux plus, je veux plus entendre parler de vous ». Ah ben OK, ben pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Fait que cette discrimination-là positive, disons-le, elle peut renforcer une discrimination négative aussi. Fait que là, il faut le faire stratégiquement, il faut le voir, ça amène, il ne faut pas l'oublier, l'identité québécoise à travers ça aussi est très névralgique à travers tout ça. Là. Donc, c'est un grand mouvement qu'il va falloir continuer tout le monde ensemble, puis stratégiquement l'aborder. Mais sachez, par exemple, que moi, je peux parler pour l'Université Laval, mais je participe à des choses avec l'Université de Sherbrooke. C'est en ébullition. Il y a vraiment plein de choses super intéressantes qui sont en train de s'organiser et probablement que les cégeps et les universités auraient tout avantage à se parler pour parler de notre stratégie parce qu'ultimement, ben, on forme toute la relève de demain qui va pratiquer partout au Québec. Vas-y, Mila. Oui, si je pouvais en rajouter un peu, c'est un peu dans le même ordre d'idée. Là, je trouve que, concernant mon programme, là, je trouve qu'il y a quand même le processus de décolonisation, il a quand même commencé. Je pense à un des cours que j'avais eu, qui était physiothérapie, santé et société. Il fallait faire un travail là, sur les Inuits, justement. Nous, notre équipe, on a choisi des Inuits Pessamit, donc on a fait de la recherche, on a fait tout ce qui est les conséquences, impacts qu'il pouvait avoir chez les Inuits de Pessamit, là, justement. Donc, je trouvais ça vraiment, c'était le fun à faire avec mes collègues. Il y a aussi des petits trucs, mettons, dans les examens, qu'on prend des noms de patients autochtones. Ça me fait sourire des fois quand que je vois ça dans mes examens. Mais encore là, il y a des trucs quand même peut-être à corriger. Je vois des fois des noms de programmes qui utilisent encore amérindien. C'est comme des petites choses que il faudrait avancer là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Mila. Est-ce qu'on a d'autres questions pour nos invités? Julie, je vois que tu as ouvert ton micro. Oui, j'avais une question, mais c'est ça, j'allais l'écrire. Est-ce que je peux prendre la parole? Bien sûr. Alors, je m'excuse, ma caméra est mal orientée. Donc, j'arrive avec ma question. Donc, moi, je suis à l'école d'orthophonie et d'audiologie de l'Université de Montréal. On a des projets de stage au sein des communautés autochtones en audiologie et en orthophonie. Puis, notre hypothèse, c'est qu'en étant, on en est à notre 3e année. Notre hypothèse est qu'à force d'aller dans les communautés, de s'impliquer, on va faire connaître nos professions. Est-ce que les programmes qui ont des places réservées, est-ce que vous avez des exemples, est-ce que vous pensez que de telles initiatives, ça porte des fruits ou est-ce qu'on est idéaliste dans notre visée de recrutement de candidats au sein des communautés? Est-ce que je peux me permettre de répondre à ça?
pour le programme de faculté de médecine, nous, on constate que oui, ça fait des petits. On se rend compte que les cousins et cousines des premiers qui se sont inscrits en médecine s'inscrivent maintenant. On voit des frères, des sœurs. Le bouche à oreille fait son travail, puis ces étudiants-là deviennent des modèles positifs dans les communautés pour leur famille, leurs amis, les gens autour. Ça fait que déjà, les jeunes se rendent compte que hey, c'est possible d'accéder à des études universitaires en médecine ou tout autre domaine. Là. C'est pas réservé à la médecine, mais je pense que ça vaut la peine. Puis c'est quelque chose qui fait son chemin. Puis on a de plus en plus d'étudiants chaque année qui prouvent aussi. Je pense que ça donne un bon coup dans la persévérance scolaire aussi, là, de dire aux étudiants, de montrer aux étudiants que c'est possible d'avoir des beaux métiers, d'avoir des métiers où tu vas aller à un niveau supérieur au secondaire, tu peux aller au cégep, il y a des beaux métiers dans chaque niveau, là, mais je pense que là, ils ont un nouvel aperçu, puis ils voient un nouvel horizon pour des études supérieures avec un accueil différent de ce que c'était il y a plusieurs années déjà, là, parce que chaque établissement fait des efforts pour que les milieux soient plus ouverts et plus accueillants pour les Premières Nations. Ça fait que ça vaut vraiment la peine. Oui, merci beaucoup, c'était encourageant. Je sais que dans un webinaire précédemment, on avait eu aussi les mini-écoles de la santé qui parlaient justement comme Louise disait, là, que le fait qu'on peut montrer qu'il y a des métiers, puis la persévérance scolaire, ça motive les jeunes le temps, justement, le temps d'événements. Puis ça peut être une belle démonstration des perspectives d'emploi. Merci pour cette question, Julie. Vas-y, Martine. Je ne voulais pas monopoliser, mais ça concerne le programme à Laval. Je pense que c'est une question vraiment factuelle, technique là, sur les critères d'admission. Je voyais que c'était différent en ergo et en physio versus audiologie, orthophonie, où on demande, par exemple, que le dossier compte, le dossier scolaire pour 75% plutôt que 50% dans les autres programmes, et que l'entrevue, elle, compte pour 25%. Je me demandais juste pourquoi c'était différent. C'était Madame Andréane. Ah, je pense qu'elle est partie, hein? Ah. Fait que je ne sais pas si Mila le sait. Ou si Louise, tu es au courant. Je m'excuse, j'ai manqué la question. Dans le fond, les programmes ont des pourcentages différents associés au dossier scolaire ou à l'entrevue. Est-ce que vous savez pourquoi? En réadaptation. Oui. Ouais. Non, je ne pourrais pas vous dire pour la réadaptation. Je lui demanderai. Donc, je vous laisse peut-être une petite minute là, avant qu'on termine le webinaire si les gens ont d'autres questions. C'est correct. Je pense qu'on a eu des présentations très riches, donc ça a répondu peut-être à beaucoup de questions des gens. De toute façon, au cours des présentations, on a quand même partagé les liens des différents programmes. Puis, gênez-vous pas non plus là, si vous avez des questions tout au long, dans le fond, de l'année. Vous pouvez toujours nous envoyer des courriels, puis on partagera ces questions-là à nos collègues. Donc, merci d'être venus aujourd'hui. Merci à nos panélistes, merci aux spectateurs. Je vous souhaite tous une très belle journée puis un merveilleux temps des fêtes si vous fêtez le temps des fêtes. Au revoir. Merci. Bye bye. Merci. Au revoir. Merci, Dior. Merci, Dior.